Jean-Paul. Oui, bonsoir. Bon, écoutez, je vous propose peut-être de commencer notre séance pour ne pas perdre de temps ensuite. Même, je pense qu'il y aura d'autres participants qui nous rejoindront. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui sont d'ores et déjà connectés. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Parfait. Donc nous avons le plaisir ce soir de participer à un nouveau débat du commerce international. La conférence de l'exportation organise depuis maintenant quelques mois régulièrement des débats sur des grands thèmes de l'économie internationale. Et aujourd'hui, le thème que nous traitons, c'est compétitivité et attractivité de la France, éclaircie ou menace de tempête. Alors, le sujet de la compétitivité et de l'attractivité relative de la France par rapport à ses principaux concurrents partenaires est évidemment un sujet traditionnel qui préoccupe les responsables depuis longtemps, mais je dirais qu'aujourd'hui, avec les événements internationaux, il prend une ampleur encore plus forte. La montée du protectionnisme, la montée des tensions fait que l'impact aussi de la situation sur la conjoncture économique fait que les questions de compétitivité deviennent de plus en plus fortes. Et sur le thème d'attractivité, on est en pleine actualité aussi, puisque la semaine dernière se tenait le sommet Choose France, qui a donné lieu à des commentaires divers, soit des signes de satisfaction, soit au contraire des signes de scepticisme. Donc, ce sera intéressant, là aussi, d'approfondir ce sujet. Et pour l'approfondir, nous avons la chance, et je remercie au nom de la Paris d'Exportation vraiment sincèrement d'avoir accepté de participer. Nous avons la chance d'avoir Denis Ferrand, qui va nous présenter sa vision de ce sujet qu'il connaît particulièrement bien. Donc, Denis Ferrand est économiste, personne n'est parfait. Il a commencé sa carrière comme enseignant-chercheur. Il a rejoint Rexecode il y a assez longtemps, d'abord comme économiste, puis comme directeur de la conjoncture, puis comme directeur général depuis maintenant une dizaine d'années, ou même plus d'ailleurs, de cet organisme. Il est par ailleurs chargé de cours d'économie à Dauphine. Il est membre du Conseil national de l'industrie, vice-président de la Société d'économie politique, et j'en passe dans ses nombreuses activités académiques et de recherche. Donc, Rexecode, qui dirige, comme chacun le sait, est un institut d'études économiques privées qui se définit comme étant au service de l'information économique et du développement des entreprises. Et il a deux activités principales, la veille conjoncturelle et la prévision économique, évidemment, et également la participation au débat public sur les questions de politique économique. Donc, ça nous renvoie un petit peu aussi au rôle des services d'exploitation qui essayent d'animer le débat public, plus spécifiquement sur les questions de commerce. Monsieur Benjak, je me permets de vous interrompre. Personnellement, je ne vous entends pas parfaitement. Je ne sais pas si c'est le cas d'autres ou de distance. Excusez-moi. Hein. Non, je vais me rapprocher peut-être du micro, alors c'est peut-être mieux. C'est assez moyen, effectivement. C'est assez moyen, vous êtes d'accord? Oui. Bon, oui, je partage aussi. Hein. On entend mal. Oui. Bon, je vais essayer de me rapprocher encore une fois. Désolé, c'est un problème de micro. On n'est pas réglé. Sylvia est une experte. Elle a essayé plusieurs fois. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que c'est pareil? Non, c'est mieux. C'est un peu mieux. Bon, je me rapproche pas de vous. Excusez-moi. Désolé, j'étais trop loin. Donc, je disais simplement que le Rexecode publie chaque année un bilan de la compétitivité française depuis de longues années, je ne sais pas combien de temps, et donc la dernière édition qui portait sur 2024 est sortie en février, donc on aura vraiment les derniers éléments sur ce sujet-là. Et Denis publie également beaucoup d'articles, de tribunes dans les journaux évidemment, et la dernière qui y a quelques jours, toute récente dans les Échos, portait comme titre « L'attractivité de la France, récit ou réalité ». On est vraiment au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, je donne la parole à Denis pour qu'il nous présente sa vision de ce sujet. Puis ensuite, évidemment, comme d'habitude, nous aurons la session habituelle de questions-réponses. Denis, c'est à vous. Merci beaucoup, Alain. Merci, c'est un plaisir
de venir confronter l'analyse que l'on peut faire de la dynamique d'exportation avec ceux qui la fabriquent, donc avec la fabrique de l'exportation et avec des personnes ayant autant d'autorité que vous autour des sujets d'insertion internationale de l'économie française. Alors, au total, j'ai l'impression que quand on regarde le climat des derniers jours, où les trompettes ont résonné fortement avec Choose France, où on a eu une amélioration du solde extérieur en 2024 relativement à 2023, tout va mieux sur le front de la compétitivité et tout va mieux sur le front de l'attractivité. Vous aurez compris, évidemment, qu'à mon ton ironique, que ce n'est pas forcément le diagnostic que l'on porte, parce que si vous demandiez, vous posiez la question, Alain, sur depuis combien de temps Rexecode fait ce rapport sur la compétitivité, le premier, il date de 2005. Parce que c'est à partir de 2005 qu'on a dit, mais il faut vraiment, anglais, parler fortement de cette dégradation de compétitivité qui est le chaînon manquant de l'économie française. Et le premier rapport sur la compétitivité, ça a été le premier document d'une série que l'on a effectuée. Enfin, c'est les documents de travail de Rexecode, on en est désormais à 95. Le premier document portait sur la perte de compétitivité de l'économie française et il avait été rédigé en 2005. Et alors, beaucoup de choses sont intervenues depuis lors. On peut se les rappeler sommairement, évidemment, par rapport gallois qui a enfin mis vraiment des mots sur la situation, qui débouche quand même sur le CICE. Vous avez tout un ensemble de dispositifs où on comprend que c'est un problème d'avoir des impôts de production en France, que vous avez quand même une politique plutôt revendiquée pro-politique de l'offre qui se met en place depuis quelques années, mais pour autant n'a pas de traduction extrêmement forte dans l'environnement de compétitivité, en tout cas dans les résultats de la compétitivité tels qu'ils peuvent se révéler. Donc c'est un peu de regarder où est-ce que l'on en est véritablement, parce qu'effectivement, quand on prend sur longue période, on a l'impression qu'on a fait beaucoup sur la compétitivité et avec des résultats décevants. Tout simplement parce que je pense qu'une bonne partie de l'explication, c'est notre regard par trop nombriliste, à savoir qu'on a l'impression que l'on en fait, nous, beaucoup, comme si les autres ne faisaient rien. La compétitivité, c'est affaire de vitesse relative. Et nous faisons peut-être beaucoup de choses et on sait qu'on fait beaucoup de réformes qui restent au milieu du gué, mais les autres ne sont pas inertes. Et donc, il faut bien comprendre aussi l'évolution de notre position relative, pas uniquement en regardant ce que nous faisons, nous, mais en comprenant bien ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc peut-être parce que Alain, vous le savez très bien, Rexecode sans ces graphiques, on est malheureux. Donc je vous ai préparé un support. Alors je me promets de ne pas le passer dans son intégralité parce qu'il y a 50 slides. Donc, mais en revanche, je vous le laisserai pour votre connaissance. Alain, je vous l'ai envoyé. Donc vous ne serez pas surpris, mais je vais peut-être simplement pointer sur les principaux, essayer de regarder les choses telles qu'elles peuvent se dessiner d'un point de vue structurel sur l'évolution de la compétitivité. Et puis je reviendrai in fine sur une grande interrogation qu'on peut avoir sur le grand thème qui est en sous-jacence, c'est que la compétitivité, on sait que ça ne se limite pas à un secteur, mais quand même 80%, en tout cas la compétitivité pour ce qui a trait à l'exportation, 80% des exportations est le fait du secteur industriel. Et donc, est-ce que l'on a une forme de réindustrialisation qui se manifeste en France? Est-ce que celle-ci s'interrompt ou est-ce qu'on est d'ores et déjà dans une nouvelle phase de désindustrialisation? Donc, je vous donnerai quelques points de repère qui permettent justement de se faire in fine l'idée de qu'est-ce qu'on a mis en place pendant 20 ans, parce que le mot compétitivité était un mot tabou il y a de cela 20 ans. Les choses ont quand même changé. On peut quand même parler de ce terme-là. Il n'est plus aussi assorti de commentaires négatifs. Mais pour autant, est-ce qu'on a vraiment des signes d'amélioration? C'est là qu'il y a des interrogations. Un mot peut-être simplement parce qu'on est un pays conceptuel et il faut toujours définir les choses. La compétitivité d'une économie. Normalement, on parle d'une compétitivité d'une entreprise. C'était Krugman qui avait dit qu'on ne pouvait pas parler de compétitivité d'une nation. Je parlerai de compétitivité d'une économie. C'est une économie qui est en capacité de faire reconnaître la valeur des biens qu'elle produit, que ce soit sur son marché ou intérieur ou sur les marchés à l'exportation, et sans sacrifier au niveau de vie de sa population.
On pourrait très bien imaginer baisser les prix de manière extrêmement forte, mais dans ce cas, on ne rémunère plus les facteurs de production, on baisse le niveau de vie de la population tout en ayant gagné des parts de marché. Est-ce que c'est un gain de compétitivité? Non. C'est vraiment cette double dimension qui me semble être importante, c'est-à-dire faire reconnaître la valeur de ce que l'on produit, donc au travers d'évolutions, ça se repère par les évolutions de parts de marché, et dans un contexte où il y a une progression du niveau de vie de la population. Alors sur le bilan du commerce extérieur 2024, c'est quand même déjà suffisamment connu, donc je vais passer quand même assez rapidement là-dessus. Il y a eu en 2024 une amélioration du solde des échanges extérieurs par rapport à 2023, qui était tout à fait important. Mais on a un déficit commercial qui est quand même supérieur à celui que l'on avait en 2019. Et surtout, il ne faut pas oublier le caractère très particulier de l'année 2023. Donc là, vous voyez sur le graphique, on est passé, on a touché un point très défavorable sur les échanges extérieurs. On avait un solde déficitaire des échanges de marchandises de 120 milliards d'euros en 2023. En 2024, on passe à 95 milliards. Grosse amélioration. On en convient. On est encore 22 milliards en dessous de 2019, une grosse amélioration. Pourquoi? Bien parce qu'on a réussi à reproduire de l'électricité, ce qui était plus difficilement le cas en 2022 et en 2023. Quand vous faites la décomposition entre ce qui s'est passé entre 2023, donc c'est la barre qui est tout à gauche, et ce que l'on a ici en 2024, vous vous rendez compte que le principal élément qui contribue à l'amélioration du solde extérieur en 2024 par rapport à 2023, c'est la réduction des importations d'énergie. On fait 33 milliards d'importations en moins, dont 18 milliards viennent de l'énergie. Donc, on a eu une amélioration du solde extérieur qui était en gros une levée des contraintes qui s'étaient exercées sur le secteur producteur d'énergie. C'est ça qui avait été le sous-jacent de cette amélioration. Surtout, ce qui me semblait assez important à comprendre dans le paysage de l'insertion internationale de la France, c'est vis-à-vis de qui se façonne ce déficit des échanges extérieurs de marchandises. On sait que désormais, c'est deux zones qui concentrent l'essentiel de notre déficit extérieur. Ce sont nos échanges avec la Chine et les échanges avec la zone euro. En gros, 95% du déficit extérieur se fait avec ces deux entités. Il reste du monde quand même. On sait que la zone euro, c'est un petit peu moins de 50% de la destination de nos exportations. La Chine, bien moins, évidemment. On est aux environs de 5%. Mais donc, l'essentiel de notre déficit extérieur est façonné vis-à-vis de deux zones, et avec deux zones qui ont des comportements très différents. Voilà, vous avez à gauche le solde commercial avec la zone euro, comment est-ce qu'il a évolué sur les dernières années. Donc là, notamment les coûts d'accordéon très importants sur la période toute récente, c'est notamment l'empreinte de ce qui s'est passé sur l'électricité, le fait que pendant un temps, on n'a pas été en mesure d'exporter, et puis à partir de 2024, progressivement, enfin fin 2023 et en 2024, on peut à nouveau exporter vers la zone euro et ça contribue à un rétablissement. Vous avez aussi des éléments qui tiennent aux exportations de navires à destination de l'Italie, à destination des croisiéristes. Ça jouait aussi pas mal. Il y a pas mal de petites choses qui ont été plutôt positives vis-à-vis de la zone euro. En revanche, s'il y a une zone avec laquelle notre déficit ne fait que s'accentuer, c'est bien entendu vis-à-vis de la Chine. Donc, le caractère assez préoccupant des évolutions relatives. Et in fine, quand on regarde la qualité de l'insertion de la France, enfin des exportations françaises dans les échanges mondiaux, eh bien on voit qu'on est quand même toujours pas très éloigné d'un étiage. Enfin, un étiage, on ne sait jamais véritablement, un étiage, ça peut peut-être toujours se creuser, mais en tout cas, on est toujours à un point très bas. Quand vous regardez la part des exportations françaises dans les exportations mondiales de marchandises, la courbe en très gris, on est encore très en deçà du niveau que l'on avait en 2019, alors qu'en revanche, l'ensemble de la zone euro, elle, a recouvré le niveau qu'elle avait en 2019 et dans toute la période 2015-2019. Donc, on a quand même plutôt tendanciellement toujours cette érosion de la part des exportations françaises dans les exportations de la zone euro, notamment quand on les mesure à prix courant. C'est un peu moins vrai à prix constant, mais on sait que les prix du commerce extérieur, c'était un comptable national qui m'avait dit ça un jour, les prix du commerce extérieur sont certainement l'un des domaines les plus perfectibles de la comptabilité nationale.
Donc, je le prendrai toujours avec pincette, cette décomposition entre prix courant et prix constant. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, donc la courbe en trait bleu, c'est que quand on se compare à des économies qui travaillent dans la même monnaie que nous, le poids de nos exportations relativement à celle de nos équivalents européens est certes stabilisé depuis 3-4 ans, mais à un niveau toujours très bas. Et là, on regarde l'ensemble des exportations. Jusqu'à présent, j'ai commenté les exportations de marchandises. Là, on regarde l'ensemble des exportations, les biens et les services. Les services de tourisme, les services d'information, communication, les services financiers, les services d'assurance. Donc, on a vraiment la définition extensive de ce que sont les échanges extérieurs de la France, et donc on performe moins que la zone euro. C'est le chaînon manquant de la croissance en France, c'est vraiment celui-ci. C'est vraiment le fait qu'on n'a pas été en mesure de progresser au même rythme que l'ont fait nos partenaires de la zone euro. Et s'il y a eu une chute brutale dans les années 2000, on a eu une érosion en 2010. Cette érosion ne s'est pas véritablement arrêtée, malheureusement, en 2020. Donc, autre élément aussi intéressant sur la période récente, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un taux de pénétration du marché intérieur, lui qui en revanche est un petit peu semble plafonner. En revanche, donc on avait une tendance progressive à ce que la part des importations dans l'ensemble de la demande interne était tendanciellement à la hausse. Depuis maintenant quelques années, hormis la bosse qui tient à nos importations d'électricité que l'on avait dû faire en 2022 et 2023, hormis cette bosse, eh bien, on a quand même l'impression que la pénétration du marché intérieur par les importations ne progresse plus. Mais un élément qui me semble être quand même assez important, c'est qu'on a aussi changé d'environnement. On a changé d'environnement, alors je passe sur la balance commerciale, mais on a changé d'environnement au regard de la progression des échanges extérieurs par rapport au PIB. On a vécu pendant très longtemps avec la représentation où les échanges extérieurs progressaient 2-3 fois plus que ne le faisait le PIB à l'échelle mondiale, et c'était vrai aussi d'une certaine manière de la France. Depuis maintenant la crise de 2008, les exportations ont progressé grosso modo comme l'a fait le PIB, et depuis 2019, c'est le cas également. En fait, il n'y a plus d'approfondissement des échanges, et on sait évidemment ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale avec cette course à l'hégémonie industrielle et à l'hégémonie technologique qui est engagée entre la Chine et les États-Unis, qui se traduit par une fermeture relative des espaces. On a devant nous l'approfondissement des échanges qui laisse progressivement la place à un rétrécissement de ces échanges, avec des échanges qui vont progresser probablement moins que ne le fait le PIB. Et donc, c'est un contexte qui, ce faisant, rend plus dur la confrontation vis-à-vis des autres économies. La confrontation, enfin l'enjeu de compétitivité sera probablement encore plus aiguisé qu'il ne l'était dans les dernières années. Donc, on a perdu relativement aux économies de la zone euro pendant quelques années. On est dans un environnement mondial qui va être plus compliqué et où le risque de perte de recul de compétitivité, en tout cas de concurrence plus exacerbée, sera probablement plus fort. Un point important à souligner sur la pénétration du marché intérieur qui, je l'ai dit, qui progresse, qui recule plutôt. Cela tient peut-être à quelque chose qui est assez spécifique à la France, que l'on ne retrouve pas du tout dans la même ampleur dans les autres pays de la zone euro, c'est que la demande est en train de changer de nature. Quand on regarde en particulier la demande de biens et de services par les ménages, ce dont on se rend compte, c'est que il y a une forme de commoditisation de l'économie, à savoir que la valeur des biens consommés, enfin les ménages consomment, sont prêts à sacrifier de la consommation de biens pour préserver de la consommation de services quand ils peuvent constater un pouvoir d'achat qui ne progresse pas au rythme où ils aimeraient le voir progresser. On a une accélération de la consommation de services qui, en général, ont un contenu en échange international bien moindre que les achats de biens. Et donc, on a une progression de la consommation de services, alors que les échanges de biens, eux, les achats de biens par les ménages, vous voyez, depuis 2019, ils n'ont pas progressé et même reculé. Et donc, on a moins peut-être d'ouverture sur le marché intérieur, enfin du marché intérieur aux importations, parce que la nature de ce que l'on consomme en France est en train aussi d'évoluer.
Et puis, bien pour peut-être venir un peu rapidement sur des enjeux on va dire, d'insertion internationale et d'attractivité. Donc là, peut-être un élément sur les services, le solde commercial touristique qui est toujours un point positif, sans forcément d'amélioration très claire, mais en tout cas, ça apporte 0,5 points de PIB, grosso modo, en croissance, 0,5 points, pardon, en niveau d'activité. Un point sur l'insertion internationale de l'économie et sur la dimension d'attractivité. Donc, vous avez, je rappelle mon ironie du début vis-à-vis de Choose France. Très bien, Choose France. Vous rappelez quand même que les 20 milliards qui sont prévus, ça représente 1/10 de l'investissement des entreprises qui se fait chaque année. Donc, on a l'impression que Choose France, c'est tout l'investissement des entreprises. Bon, c'est bien, c'est 1/10. Et puis, surtout, ce que l'on sait depuis 15 ans, il y a beaucoup plus de flux sortants d'IDE qu'il n'y a de flux entrants. Il y a aussi, la France est aussi le pays dans lequel l'empreinte de l'investissement international est la plus faible de tous les pays européens. Quand on regarde la valeur ajoutée réalisée par les filiales de groupes étrangers en France, elle est de 15,6% de l'ensemble de la valeur ajoutée marchande. À 15,6%, c'est la marque la plus faible de tous les pays de l'Union européenne. En Allemagne, c'est 17,4%, en Italie également, en Espagne, c'est 22%. Donc, quand on parle de Choose France, on parle d'un processus qui vise, parce qu'on est les premiers en attractivité, les premiers en nombre de projets, en tout cas c'est l'histoire qu'on nous raconte depuis maintenant 6-7 ans. On est peut-être les premiers, mais ce n'est pas du tout d'un leadership dont on doit parler, mais peut-être plus d'un processus de rattrapage, parce qu'on a une attractivité qui est structurellement, qui s'est révélée par le passé, structurellement plus faible qu'elle ne l'a été dans les autres pays européens. Et sur ce graphique, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est quand même assez remarquable, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les déficits extérieurs que l'on façonne, à la fin, c'est une capacité à s'endetter auprès de l'étranger. Et progressivement, c'est voir se dégrader la position extérieure nette d'une économie. C'est-à-dire on a structurellement des déficits extérieurs, et donc on a une capacité à s'endetter auprès de l'étranger, ce qui petit à petit fait qu'on a plus d'engagement vis-à-vis de l'étranger que nous n'avons d'actifs détenus à l'étranger. Et c'est donc l'observation de cette dégradation de la position extérieure nette. Alors, sur les tout derniers points, c'est en train de s'améliorer, mais je ne mettrai pas ma main à couper sur le fait que ça continue de s'améliorer. Et surtout, ça nous donne, alors ici, je ne l'ai pas porté, mais si on avait mis l'Allemagne sur le même graphique, on se rend compte qu'en 2000, la position extérieure nette de la France et de l'Allemagne était strictement au même niveau. 5 points de PIB, on avait 5 points d'actifs en plus que nos engagements, 5 points d'actifs à l'étranger en plus que nos engagements vis-à-vis de l'étranger, tout comme l'Allemagne. Nous sommes désormais, alors en 2023, ce qui fait foi, la dernière indication qui fait foi, c'est le rapport de la Banque de France sur la balance des paiements et la position extérieure nette de l'investissement. En 2023, on avait un déficit de 30 points de PIB sur cette position extérieure nette, qui est donc, je le répète, le cumul, en gros, qui est à peu près le cumul de nos déficits courants du passé. Les Allemands ont une position extérieure nette créditrice de 75 points de PIB. Et donc, les deux moteurs, le couple franco-allemand, en fait, c'est le ventricule gauche et le ventricule droit qui ont divorcé. Et vous avez un pays qui détient, un autre qui est de plus en plus détenu. Je vous laisse deviner qui est qui dans cette représentation. Et on va avoir, in fine, progressivement, on a quelque chose qui est en train de se manifester, c'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent, dans notre équilibre courant, certes, on a une position extérieure nette qui est débitrice, mais on avait des revenus nets des investissements qui étaient supérieurs à ce que l'on paye en rémunération des investissements qui se font sur notre territoire. En gros, l'explication, je vous le fais en gros, c'est que les actifs que l'on a à l'étranger, ce sont des IDE, des investissements directs étrangers, des investissements d'entreprise. Ils procurent un rendement supérieur à celui de nos engagements, qui sont pour l'essentiel des engagements en dette, et qui portent un rendement plus faible. Et donc, on avait des revenus nets de nos investissements qui étaient positifs. Et bien, petit à petit, ce que l'on voit, c'est qu'avec la dégradation de notre position extérieure nette, avec également le taux d'intérêt qui va
qui progressent et qui en écart avec ceux des autres pays de la zone euro, qui nous devient plus défavorable, eh bien nos revenus nets d'investissement sont en train de devenir non pas négatifs, ce n'est pas encore le cas, mais ils tangentent le négatif. Donc un élément qui contribuait à notre équilibre de balance courante est en train de disparaître. Et pourquoi est-ce que je parle de ce point? C'est parce qu'on est à l'inverse de ce que fait par exemple un pays comme le Japon, qui de mon point de vue est un modèle assez intéressant, notamment dans sa capacité à affronter le vieillissement. Parce qu'à la fin, à quoi est-ce que ça sert d'exporter? Ça sert à se procurer de la ressource. À quoi est-ce que cela sert de commercer avec l'étranger? C'est un moyen d'avoir une efficacité accrue dans notre production et de se dégager de la ressource additionnelle. Et les Japonais ont bien compris qu'avec le vieillissement de la population, ils ont besoin de ce revenu en provenance de l'étranger, non plus désormais en exportant des biens, mais en rapatriant des revenus d'un capital qu'ils auront exporté préalablement. Ils ont une population qui vieillit. Cette population qui vieillit, elle a besoin d'avoir un flux de revenus qui est différent de celui qu'elle avait auparavant, qui était un flux de revenus d'exportation, que ce soit de biens ou que ce soit des services. Désormais, ce sont des revenus de leurs investissements qui leur permettent de maintenir un niveau de vie stable. Le problème de la France, un des problèmes de la France, c'est que nous sommes dans une situation où nous avons fait défaut en matière de compétitivité sur les biens, sur les services, et ce faisant, nous ne nous sommes pas donné les moyens d'être en capacité de faire face au vieillissement et de se générer cette ressource qui pourrait suppléer des exportations sur lesquelles on a du mal, cette ressource que sont les revenus de nos investissements à l'étranger. Donc voilà un peu la photographie que je voulais faire d'une manière générale. Après, les déterminants de la compétitivité, si vous voulez, je les ai dans une deuxième partie, mais sans doute pouvons-nous peut-être nous arrêter sur un flux de questions et je pourrais, le cas échéant, mobiliser quelques-uns des graphiques en réponse aux interpellations que vous pourriez avoir. Donc, très bien, merci beaucoup, Denis, pour tous ces éléments très intéressants, pas forcément extrêmement rassurants, mais j'imagine qu'il y a des questions déjà sur cette partie. Donc, qui est-ce qui veut se lancer? Oui, je vois qu'il y a une question, quelqu'un qui a levé la main, il y en a deux d'ailleurs. Sarah, peut-être d'abord, puis ensuite Jean-Luc. Sarah. Oui, bonjour. Écoutez, monsieur, merci beaucoup pour cette présentation. Heureusement qu'il y avait les schémas. Donc, c'est de très bonne aloi. Alors, je ne sais pas si mes questions sont pertinentes à ce stade et peut-être elles empiètent sur votre deuxième partie, hein, mais comme vous avez beaucoup parlé de la zone euro et que c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et accessible pour nous en termes de restauration de la compétitivité, arrêtons de nous donner peut-être de folles ambitions internationales et regardons déjà comment améliorer dans la zone euro notre compétitivité. Et à cet égard, je voulais savoir si vous aviez fait des comparaisons par rapport au diagnostic qu'avait fait Mario Draghi qui auparavant, enfin, moi je n'ai rien vu au niveau européen qui résulte de ce rapport et qui soit pour le moment assez convaincant d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un rapport qui va rester lettre morte, encore une fois, je ne sais pas. Mais avez-vous dégagé des spécificités? Bon, j'imagine que la perte et la dégradation de la compétitivité française trouve son pendant, en tout cas, on va dire, est déjà reflété au travers du diagnostic de Mario Draghi sur la perte, de manière générale, de compétitivité des pays de la zone euro. Mais si vous avez, dans vos comparatifs, dégagé des spécificités françaises, en fait, de la perte de compétitivité qui pourraient peut-être expliquer notre décrochage et le fait que nous, dans la zone euro, on n'arrive même pas à récupérer le niveau, si j'ai bien compris, de 2019 par rapport aux autres pays. Oui, alors c'est vrai que notre décrochage, en fait, je suis d'accord, il y a la zone euro d'une manière générale et il y a la France dans la zone euro, où effectivement nous sommes en rentrée. Alors attention, parce que le diagnostic de Mario Draghi était un diagnostic qui portait avant tout sur le PIB par habitant, qui vient notamment de l'exportation, mais ce qui s'est passé dans le cas de la France, c'est qu'en fait, on a masqué jusqu'à présent notre perte de compétitivité dans une fuite en avant dans le déficit extérieur, dans le déficit public. Et donc,
Au total, quand vous regardez la France, le comportement de la France en termes de PIB par habitant, qui est vraiment la métrique importante à l'aune de laquelle Mario Draghi va regarder le décrochage de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, la France ne se démarque pas. C'est beaucoup plus dans ce qui fait la formation du PIB que la France se démarque de la zone euro. On ne s'est pas plus éloigné des États-Unis que ne l'a fait la zone euro en son ensemble. Mais à l'intérieur de ce qui fait le décrochage du PIB par habitant, c'est bien parce qu'on a décroché en compétitivité. C'est bien cette nature du décrochage qui nous distingue. Et on l'a compensé par un déficit public que l'on ne retrouve de toute façon nulle part ailleurs dans cette ampleur au sein de la zone euro. Donc c'est vrai que c'est une lecture qui est très macroéconomique que j'effectue. Après, il faudrait rentrer dans des dimensions qui sont plus sectorielles pour comprendre le positionnement, mais quand on va regarder par exemple les indicateurs de productivité qui sont quand même un des fondamentaux de la croissance quand on l'appréhende du côté de l'offre, quand on appréhende la productivité, on n'a pas beaucoup plus décroché que ne l'a fait la zone euro, mais simplement on s'est fabriqué une croissance sur des éléments qui ne sont pas du tout pérennes et qui à un moment vont appeler inversion. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc. Jean-Luc, une question? Oui, en fait, ce qui, à mon avis, je suis les travaux de différents de très près. Il sait que je me suis déjà exprimé diverses occasions. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la spécificité française. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'est quand même un résultat, depuis 25 ans, un résultat lamentable, quoi. Donc, je rappelle que la France, je cite souvent cet exemple de la rigueur et la désinflation compétitive de Mauroy Delors de 83, qui a plus ou moins été appliquée jusqu'en 97 par tous les gouvernements, et l'économie française allait plutôt bien. Et on commence à décrocher à partir des désastreuses 35 heures, dont l'économie française s'est jamais remise. Alors c'est peut-être un peu simpliste, mais je voudrais savoir quel est votre avis, je dirais, sur les fondamentaux de cette dégradation de l'économie française. Et quand vous dites que bon, c'est vrai que la France a joué sur le déficit public, mais on a quand même perdu 15 points de PIB par rapport à l'Allemagne, de PIB par tête par rapport à l'Allemagne sur 15 ans, si je ne m'abuse. Donc là, ça, c'est aussi à l'intérieur de l'Europe. Je ne défends pas forcément le modèle allemand qui a un côté mercantiliste pas très sain. Et donc la vraie question, puisqu'on est à la veille de grands rendez-vous politiques, c'est de poser le bon diagnostic. Et vous êtes de ceux qui permettent de poser le bon diagnostic. Parce que pendant longtemps, on a refusé le bon diagnostic. Et là, ce que j'observe maintenant, c'est qu'il y a un certain nombre de partis politiques, en dehors des démagogues habituels, je veux dire, qui commencent à poser le bon diagnostic et qui peuvent permettre peut-être de réformer le moment venu la France. Donc, à votre avis, quels sont les éléments essentiels de cette dégradation et en gros, que faut-il faire? Parce que c'est ça, fondamentalement, la question majeure. Parce que, je veux dire, ce qui est frappant, c'est notre dégradation fondamentale à l'intérieur de l'Union européenne. Enfin, moi, je suis un spécialiste des questions agricoles. Quand on voit qu'on est déficitaire en commerce extérieur, agroalimentaire de l'Europe depuis 2015 et que ça cesse de dégrader, c'est un autre élément. La première agriculture d'Europe, enfin, c'est un vrai scandale. Et d'ailleurs, c'est surtout l'industrie agroalimentaire là, qui se dégrade. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Alors, bien sûr, on a la Chine, mais la Chine, c'est un problème pour tout le monde, pour nous et aussi pour le reste de l'Europe, avec un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Et le modèle économique chinois est fondamentalement déséquilibré. Et tant qu'on n'arrive pas à forcer les Chinois à modifier leur modèle économique, je ne suis pas très optimiste sur nos capacités à nous en sortir vis-à-vis d'eux. J'étais un peu long, excusez-moi. Non, mais je pense que c'est très clair, hein. C'est vrai qu'il faut revenir un peu au man du déséquilibre, hein. C'est-à-dire que, en fait, pour diverger, il faut être deux. Et c'est vraiment le tournant du début des années 2000 qui est rédhibitoire. Parce que, en fait, c'est à la fois les 35 heures, mais c'est aussi la politique qui est totalement inverse qui est menée en Allemagne. Et donc, vous avez, il n'y a pas eu plus orthogonal que les politiques qui ont été adoptées entre la France et l'Allemagne au même moment. Donc nous, on rationne la quantité de travail et les Allemands, c'est le moment où ils rentrent sur une activation du marché de l'emploi qui est extrêmement forte à ce moment-là. Et donc les deux économies ont radicalement divergé. Et c'est ça qui en fait qui est vraiment le marqueur. On était par exemple, enfin je sais plus si on l'avait mis en historique, ouais, on doit l'avoir depuis 2000.
Tac, vous avez parmi les éléments sur le coût, par exemple sur le coût du travail, regardez sur le graphique de droite. Je vous ai reporté le coût d'une heure de travail dans l'industrie manufacturière en France par rapport à la zone euro. Quand on est en 2000, à ce moment-là, le coût du travail en France d'une heure, c'est 85% du coût du travail allemand. En 2012, on est 5 points au-dessus du coût de l'heure de travail. Donc un écart de 20 points qui se façonne vis-à-vis de votre principal concurrent, c'est ça qui, en fait, qui nous a fait déraper. Quand on voit le timing, enfin le moment auquel s'est fait le décrochage le plus important, c'est au moment justement où se fait cet écart d'évolution du coût de l'heure de travail. Et donc c'est à la fois une maîtrise salariale extrêmement forte, extrêmement draconienne qui se fait du côté allemand, avec une politique qui est hyper mercantiliste, nourrie, bon, après on voit le modèle allemand, comment il a volé en éclats depuis maintenant 3-4 ans, hein, mais une politique hyper mercantiliste très agressive, et à l'inverse, une politique qui est quand même plutôt prodigue, qui se fait du côté français. Mais bon, de toute façon, on pouvait travailler moins puisqu'on était plus productif que les autres. C'était l'air que l'on nous serinait quand même à l'époque. Et puis, totalement bidon. Hein. Oui, bien entendu. Mais il y a aussi quelque chose qui est pas assez regardé, c'est à la fin, quand vous perdez comme ça en substance industrielle, parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec cette perte de l'exportation, on a perdu en substance industrielle. Et pour moi, l'indicateur le plus révélateur, c'est ce qui s'est passé en termes de nombre d'entreprises industrielles. En gros, les Allemands, en 2016, ils avaient, c'est le moment où nous, on est au point bas, ils avaient le même nombre d'entreprises industrielles que ce qu'ils en avaient en 2000. En France, on en était 50%, on avait perdu la moitié de nos entreprises industrielles. Et donc, l'exportation, l'industrie, c'est affaire de temps long. Quand vous avez perdu de la densité de votre tissu industriel, le recouvrer prend énormément de temps. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est endiguer, c'est arrêter le décrochage et espérer un redémarrage, mais ce redémarrage est quand même quelque chose qui est assez complexe. Enfin, on arrive d'ailleurs à des situations où petit à petit, il y a des révélations qui se font regarder. Ici, je vous ai mis les 2 déclarations à un an d'intervalle de quelqu'un comme Bruno Bonnell, donc, qui est le secrétaire général pour l'investissement. En 2024, il dit on peut tout à fait atteindre 15 points de PIB pour l'industrie. Un an après, il dit non, mais bon, on n'arrivera jamais à 12. Hein. Et il a raison, on n'arrivera jamais à 12. Ce qu'il disait quand on peut remonter à 15, c'était... bon, voilà, je n'utiliserai pas de terme, mais c'est... en fait, à partir du moment où on a perdu de la densité, bah, c'est compliqué de se remettre à niveau. Mais le fait générateur, hein, c'est vraiment plus que les 35 heures, enfin c'est les 35 heures, mais c'est les 35 heures au moment où les Allemands font une politique inverse. Et donc ça ne peut pas coller. Quoi. Surtout qu'on est dans une zone économique intégrée, monétaire intégrée à ce moment-là. Ce qui n'était pas le cas auparavant, évidemment. Oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre un follow-up, juste 30 secondes. On voit que ça s'est stabilisé avec l'Allemagne à partir de 2012. C'est le CICE, très probablement, en coût du travail, mais au prix de 80 milliards d'euros de coût budgétaire annuel sur les cotisations sociales. Et relèvement aussi de fiscalité par ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu ensuite je pense aussi un peu de correction, il y a eu de l'accélération des salaires aussi en Allemagne qui s'est manifestée. Oui, aussi, également. Oui, Nicolas Audier, oui. Tu as une question ? Merci Alain, merci beaucoup Monsieur Ferrand là, pour vos explications. Bon, en fait, moi j'avais 2 questions, ou plutôt un commentaire et une question. Le commentaire, c'est ce que vous dites là, ça fait, je crois que moi je suis CCE depuis presque 30 ans, et ça fait 30 ans que j'entends ce discours qui est très clair. Enfin, votre exposé est très clair, c'est convaincant. Comment expliquez-vous qu'on n'arrive pas à faire passer ce discours très simple auprès de nos décideurs économiques ? On a eu des ministres qui ont tous fait des grandes écoles, l'ENA, etc. Comment se fait-il que votre discours très simple ne soit pas compris par les hommes politiques de droite ou de gauche ? Et depuis les 35 heures, on a eu des gouvernements de droite et de gauche, et personne ne comprend votre discours qui est très clair. Et bon, alors quelle est votre position sur ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on arrive enfin à changer les choses ? Et deuxième chose,
Sur la part des importations françaises, est-ce que vous avez dans vos chiffres la part qui correspond aux entreprises françaises qui auraient délocalisé leur production à l'étranger? Parce que je pense que sur la Chine, par exemple, un bon tiers ou un bon quart des importations chinoises sont le fruit de sociétés françaises qui ont délocalisé leur production en Chine. Mais ça reste quand même avant tout des productions, des actifs français. Donc, est-ce que vous avez des graphes avec des chiffres avec la part des entreprises françaises qui importeraient leurs produits, qui ont été délocalisés au Vietnam ou en Chine ou ailleurs? Voilà. En tout cas, merci. Alors, sur ce second point, je ne les ai pas. Enfin, là, spontanément, je ne les ai pas. Il faudrait que je fasse une petite recherche pour pouvoir les exhumer. Je pense avoir des choses. Alors, c'est pas du tout répondre à la question, mais je pense qu'il y a un élément moi, qui m'avait vraiment frappé. C'est une étude que j'ai relayée il y a quelque temps, une étude de l'INSEE que je trouvais vraiment sidérante. C'est une étude qui a regardé sur 2018, entre 2018 et 2020, quelle était la nature des flux de délocalisation et des flux de relocalisation d'activités que l'on avait, qui ne sont pas des ordres de grandeur importants. Hein. C'est entre 1,5 et 2,5% des entreprises qui sont concernées. En fait, on délocalise des emplois qualifiés, on relocalise de l'emploi non qualifié. Donc, c'est un point qui est préoccupant. Hein. Donc, il y a à la fois le quantum de ce que l'on peut réimporter après l'avoir exporté, mais il y a aussi la nature des activités qui sont intrinsèques au mouvement d'exportation et de commerce international. Sur votre premier point, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas d'éléments tout de suite à vous donner. Sur le premier point, je pense que le diagnostic, ils l'ont. Et ils le font simplement. En France, on a la politique de l'offre honteuse. Je pense que c'est vraiment ce point-là qui est important, c'est-à-dire qu'on est un pays qui s'est biberonné à la politique de la demande, où pendant très longtemps, on a vu dans le fait de distribuer un argent que l'on n'avait pas le meilleur moyen d'assurer une croissance fictive. Et que la politique de l'offre, enfin le monde de l'entreprise n'est pas un monde qui est perçu très positivement par les politiques, par la population. C'est en train de changer. C'est les choses, enfin on voit la reconnaissance que peuvent, enfin la valeur qu'attribue à l'entreprise la population est en train de progresser. Regardez aussi le nombre d'indépendants qui progressent très fortement, et ce n'est pas seulement des autres entrepreneurs ils vont faire une formation par-ci par-là. Non, vous avez une appétence pour l'entreprise qui progresse, mais globalement on a eu la politique de l'offre honteuse. C'est-à-dire que, regardez, Hollande met en place le CICE, il n'en avait pas du tout parlé pendant la campagne. Et à la fin, ça va lui coûter tous les frondeurs, toutes ces difficultés, parce qu'il il avait bien compris qu'il y avait un problème de compétitivité, mais il ne pouvait pas le dire pendant la campagne. Et donc, il va balancer une mesure à 20 milliards dont on peut discuter, mais elle avait quand même le mot compétitivité dans son libellé. C'était tout à fait inenvisageable avant la campagne. Je me souviens également de François Fillon qui, faisant son examen de conscience après être sorti de Matignon, disait ouais, sur la compétitivité, on n'en a pas fait assez. Bah oui, ils n'avaient rien fait du tout en réalité. Et en fait, je pense que le diagnostic a changé, ils ont bien compris, mais pas au point encore de construire l'acceptabilité, pas au point de construire un narratif autour de cet enjeu de compétitivité. Est-ce qu'il y a une autre question là-dessus? Oui, Sarah. Oui, alors moi, je réagis un peu dans cette... Alors, je sais que vous êtes économiste, mais bon, on est là aussi pour réfléchir on est bon en macroéconomie, vous disiez, on a une culture conceptuelle en France, etc. Mais moi, je suis troublée je fais cette réflexion en ce moment et ça rejoint ce que vous disiez sur le Japon, c'est qu'on a quand même un problème à part nos tabous divers et variés, on a un problème de macro-politique, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais de vision politique à long terme, où en fait, tout ce qui passe et qui est démago, on ne se pose pas la question de ses incidences à long terme, en fait, et on bloque a priori sur tout ce
tout ce qui relèverait d'une prise de conscience lucide et honnête en fait, de la situation. Et donc, en fait, les moindres tentatives en fait, de redresser la barre sont sanctionnées, un peu ce que vous disiez sur Hollande dans les mois ou quelques années qui suivent. En revanche, les 35 heures, personne au moment où ça a été vendu s'est projeté. Moi, je suis frappée parce qu'en macroéconomique, on est bon. Mais moi, je trouve que, je sais pas, il y a un problème au niveau des politiques sur la vision à long terme. Quand vous dites la Chine, c'est vraiment ça. Alors, c'est peut-être propre aux Asiatiques, je ne sais pas, mais la Chine, c'est incroyable ce qu'elle fait depuis des années sur les ressources et les matières premières partout dans le monde, bien avant tout le monde, en fait. Et le Japon, on dit qu'ils font un choix assumé de ne pas, par exemple, faire venir d'immigration. Donc, ils ont un choix assumé de dire on n'a pas besoin de population parce qu'on ne veut plus produire dans notre pays pour exporter, mais on veut réimporter des capitaux. Et nous, en France, ben, voilà, je ne comprends pas comment on a pu, enfin, je ne sais pas, avons-nous eu toujours ce problème de manque de vision politique? Je ne pense pas dans l'histoire, mais quand même, je m'interroge sur ce qui s'est passé voilà, chez nos politiques. Après, voilà, ça dépasse un peu le débat d'aujourd'hui, mais je trouve que... Ouais, effectivement, je suis d'accord avec vous, hein. C'est plus de l'histoire politique qu'il faut faire en l'espèce. À quel moment a-t-on arrêté de penser stratégique en réalité? Le cas des pays asiatiques, c'est qu'en réalité, vous avez une stratégie qui est très consciente. Enfin, voilà, j'ai vécu en Thaïlande et j'ai travaillé sur la Corée du Sud. La Corée du Sud, bon, bah, à un moment, il faut faire de nécessité vertu. À quel moment partent-ils à outrance dans l'industrialisation? C'est le jour où les Américains abandonnent le Sud-Vietnam. Et donc, le Vietnam a été séparé en deux par le 37e parallèle. Non, par le 17e parallèle. Les 17e Coréens, parallèle, ouais. c'est le 17e parallèle. Les Coréens, ils sont partagés par le 38e parallèle. Et donc, ils ont bien compris que les Américains se retirant du Vietnam, ils allaient devoir assurer la défense par eux-mêmes. Et si je fais ce rappel, ce n'est évidemment pas innocent au regard du contexte que l'on connaît. Du contexte au regard d'un impératif de réarmement qui va passer nécessairement par une capacité à repenser stratégique. Donc, il y a une projection qui est beaucoup plus forte parce qu'il y a une pensée stratégique, enfin, il y a aussi une dimension qui est très organisée. Et puis, il y a aussi l'avantage du late starter d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous, on a été bons au moment où il a fallu rattraper. C'est toute la période des 30 Glorieuses. C'est un moment où il y a un référentiel qui est devant nous. On voit ce qu'il faut faire. On s'organise bien. Et puis, on va pousser le bouchon même un peu plus loin en mettant en œuvre des grands plans. Et puis, bah, progressivement, les liens se délitent entre État et entreprise. Il y a moins d'organisation. Le secteur financier fonctionne moins. Et donc, progressivement, chacun s'autonomise et réagit uniquement en fonction de ses lectures propres et sans avoir une intégration dans une réflexion stratégique d'ensemble. Ce qui se passe en Chine est tout à fait spectaculaire. Le plan de China 2025, l'avantage des Chinois, c'est qu'ils disent ce qu'ils vont faire, ils font ce qu'ils ont dit. Donc, et le truc, ça déroule. Et puis, bah, l'étape suivante, c'est maintenant que j'ai pris des parts de marché, que j'ai pris des positions dominantes sur une gamme très étendue de marché, bien après, je vais structurer ce marché en le normalisant, en le normant. Donc, c'est des choses qui sont pensées long. Ouais, que nous, on pense peut-être à 5 ans, c'est déjà pas mal, 5 ans. Mais c'est l'échéance d'une prochaine élection. Mais bon, là, c'est pas mon domaine de spécialité. Hein. J'ai une question pour revenir, s'il n'y en a pas d'autres, c'est sur vous avez fait pas mal de comparaisons avec l'Allemagne, effectivement, et notamment la divergence de parcours à partir du début des années 2000 entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation comparative de la France par rapport à l'Italie et l'Espagne, et notamment, je dirais, depuis la crise financière? Parce qu'il me semble, quand on regarde les chiffres des échanges extérieurs, on était à peu près dans la même situation que les trois pays étaient à peu près dans la même situation. Puis depuis, en fait, la situation française s'est dégradée alors qu'il y a eu une amélioration très spectaculaire côté italien et assez bonne aussi côté espagnol. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette autre divergence interne à la zone euro? Alors, il y a l'Italie du Nord, hein, on va dire.
l'Italie du Nord, avec effectivement une histoire industrielle. En fait, il y a eu une préservation des districts industriels qui sont extrêmement forts en Italie, avec vraiment une logique intégrée. Attention, ils ont quand même leurs propres défis, à savoir en particulier une démographie des dirigeants qui est vieillissante. Et ça, c'est probablement une des pierres d'achoppement les plus importantes pour l'Italie, qui est quand même aussi un pays qui s'est suicidé démographiquement avant que nous ne commencions à le faire. Donc, c'est un pays qui va avoir quand même un vrai problème de ressources. Du côté espagnol, eh bien, en fait, l'Espagne, ils savent très bien qu'à peu près, comme vous discutez avec les économistes espagnols, en gros, ils vous disent, bah, nous, on sait très bien que tous les 20 ans, on se prend une prune. Et la prune a été quand même sacrément amère. Hein. Dans la période de la crise des finances publiques de la zone euro, il y a eu des chocs extrêmement violents et qui se sont traduits in fine par une dévaluation interne. Enfin, une dévaluation interne à partir du moment où vous ne pouvez plus ajuster les taux de change parce que la monnaie est fixée, eh bien, les mouvements qui vont vous faire les rééquilibrages de compétitivité coûts, ça va être de la dévaluation interne, des pertes des prix, baisse du prix du capital, enfin baisse des salaires, baisse des salaires réels, baisse du prix du capital. Donc, ce sont ces éléments-là qui, in fine, vont vous faire du rééquilibrage. Et donc vous permettre de vous remettre sur une trajectoire un peu plus favorable de compétitivité. Pour autant, alors on fait une enquête, mais là, je ne peux pas la montrer parce qu'on n'a pas encore publié, on la sortira dans 2-3 semaines. C'est une enquête que l'on fait auprès d'importateurs européens sur la perception qu'ils ont des produits français, des produits italiens, des produits allemands, espagnols, chinois. Sur tout un ensemble de critères, leur qualité, leur contenu en innovation, les services associés, les prix des produits. Ce n'est pas une mesure objective, hein, c'est simplement une appréciation de ce que sont les produits de ces différents pays sur ces critères. On se rend compte que globalement, la France reste toujours mieux notée que les produits italiens, les produits espagnols, du point de vue de la qualité, du contenu en innovation. En revanche, ils sont toujours moins bien notés en ce qui concerne les prix. Idem vis-à-vis de l'Allemagne, alors vis-à-vis de l'Allemagne, on est moins bien noté en termes de qualité, mais on est noté à peu près pareillement en termes de prix. Et donc, bon, il y avait Patrick Artus avait traduit ça par un aphorisme qui consistait à dire, en France, on a les prix allemands, mais pour produire des produits espagnols. C'est un peu exagéré, mais grosso modo, le positionnement en termes de qualité est plutôt plus élevé que les Italiens et les Espagnols, mais cet avantage de qualité est mangé par un niveau de prix qui est jugé trop élevé. D'accord. Jean-Luc? Oui, moi je voudrais revenir un instant sur cette question de comparaison entre les principales économies de la zone euro, parce que je crois que c'est fondamental. Bon, l'Allemagne a fait les choix très mercantilistes qu'a évoqué Denis tout à l'heure. Je me souviens toujours de Schröder, encore simplement ministre-président de la région de Basse-Saxe, qui sort du bureau de Strauss-Kahn et qui dit les 35 heures en France, ça va être très très bon pour l'Allemagne. Très, très cyniquement. Bien, merci pour le cadeau. Oui. Et par contre, je pense que c'est intéressant de regarder ce qu'ont fait l'Italie, l'Espagne et aussi le Portugal, dont on ne parle pas. Oui. Ils ont effectivement fait énormément d'efforts. Je veux dire, c'est très très dur. Là, effectivement, on peut parler d'austérité. Ils en recueillent les fruits aujourd'hui et c'est relativement normal. Et nous, soyons clairs, on parle d'austérité en France, on n'a absolument rien fait. Donc, évidemment, maintenant, les ajustements vont être très très sévères. C'est inévitable. Et donc là, le cas du Portugal dont on parle, enfin, je veux dire, le Portugal en 2010, il a je dirais, les fondamentaux, il a à peu près 6% de déficit public, une dette publique de 110% du PIB et un régime de retraite insoutenable. Je suis mon regard, je veux dire, c'est à peu près notre situation. Par contre, il ne pouvait plus emprunter, il devait payer 10% de taux d'intérêt de plus. Nous, on a encore la chance d'emprunter en ce moment à entre 0,65 et 0,7 de plus que l'Allemagne. Donc, tant mieux. Mais franchement, là aussi, je veux dire, on a parlé de politique tout à l'heure, mais je veux dire, la lâcheté de nos dirigeants est absolument effrayante, quoi. Je veux dire, Chirac, quand il a son deuxième mandat, les 35 heures sont à peine mises en œuvre, il peut revenir sur tout ça, mais il n'a eu pas du tout le courage de le faire. Non. Et donc, si jamais on n'a pas et ce qui me frappe dans les débats politiques actuels en France, on est reparti maintenant. Je veux dire, on avait parlé un peu d'économie, maintenant on n'en parle plus, c'est le régalien. Bon, le régalien, c'est un sujet important, mais l'économie est en train de passer sous la table. Alors, il n'y a pas vraiment lieu d'être très optimiste. Désolé pour ce message peu encourageant.
Si je peux me permettre sur le Portugal, parce que ça complète un peu la réponse que je vous faisais, Sarah, tout à l'heure sur la dimension un peu stratégique. Sur le Portugal, il ne faut pas s'arrêter à la lecture uniquement des ratios des comptes publics. Ce que je trouve vraiment spectaculaire, c'est combien il y a une combinaison d'une stratégie de restauration de la situation des comptes publics avec une stratégie économique. Une stratégie économique qui consiste à se demander, mais quels sont mes avantages comparatifs, moi, économie du Portugal, qui se trouve au bout de l'Europe? Je ne suis pas un carrefour, je ne suis pas un hub. Quels vont être mes avantages? Et en fait, ils se sont dit, il y a deux manières de faire croître une économie. C'est soit je vais chercher à l'extérieur des revenus en délivrant mes produits, et donc c'est ma capacité exportatrice qui va me procurer ce revenu que je vais aller prendre à l'extérieur, soit je fais venir du revenu qui se dépense sur mon territoire. Et donc c'est économie, en gros, économie productive versus économie présentielle. Pour le faire simple, les Portugais se sont dit quels sont mes avantages comparatifs, le soleil, un prix de service plus bas, et donc je vais attirer les retraités du nord de l'Europe qui cherchent un endroit au soleil. Et c'est là que vous avez toute une politique sur les passeports, toute une politique d'attractivité une politique d'attractivité des retraités qui se déploie, qui se met en place. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont retrouvé de la substance économique qui fait que désormais le PIB par habitant au Portugal est plus proche de celui de la France aujourd'hui qu'il ne l'était en 2010, avant la grosse tuile qu'ils ont pris. Donc en gros, ils ont eu une chute de leur PIB par habitant relativement au sud de la France, et maintenant, ils sont repassés au-dessus de notre PIB par habitant de 2010, enfin en écart pardon, notre PIB par habitant, sauf qu'entre-temps, ils ont amélioré leur compte public. Et nous, on a dégradé les nôtres. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant et c'est toujours la preuve de la lucidité sur ses défauts et ses qualités et ce dont nous sommes totalement démunis, comme vous disiez au début, et on s'auto-congratule au travers de manœuvres de communication comme Choose France pour éviter l'ultime moment où il faudra se livrer au discernement fatal, quoi. Mais bon. Nous, on n'a jamais pris le mur. Hein. Le mur, on ne se l'est pas pris. Les Portugais, ils l'ont pris et violemment. Les Espagnols également. Les Grecs également. Bon, il y a un moment où qu'est-ce qui me reste? Alors, je ne dis pas que c'est un modèle parfait, ce qui s'est passé au Portugal, parce que vous avez un coût de l'immobilier qui a progressé. Quand vous regardez aussi la structure de la population, vous vous rendez compte que c'est la population la plus jeune du Portugal qui est partie. Qui a quitté le pays parce qu'ils ne trouvaient pas forcément des activités générant un revenu suffisant pour les qualifications qu'ils avaient. Et donc, vous avez eu une nouvelle vague d'émigration portugaise qui est intervenue. Donc, là encore, je ne pars pas de toutes les vertus des réponses. Mais ce que j'en tire comme leçon, c'est qu'il faut aller chercher en soi les réponses à des enjeux économiques auxquels on est confronté. Il faut faire le moine Shaolin, l'introspection combattante. Très bien, une question de François. François, vous posez la question, allez-y. Bonjour Monsieur Ferrand. Là, on a beaucoup parlé du passé, avec une image qui n'est pas très, très flatteuse pour la France, même au niveau de l'Europe. Mais j'aimerais bien que, je ne sais pas si c'est dans vos possibilités, mais qu'on voit un petit peu plus l'avenir et qu'on voit un peu quels sont les leviers que la France pourrait faire agiter pour pouvoir prendre la bonne direction. Quels seraient les avantages compétitifs que la France pourrait développer pour retrouver une meilleure place dans l'avenir, en particulier au niveau européen? Je pense à tout ce qui est le domaine du numérique. Il me semble qu'on dit que dans le domaine de l'IA, au niveau européen, la France aurait quand même quelques atouts. On a une société qui s'appelle Mistral qui développe de l'IA. Quelles sont, en quelque sorte, ma question, quelles sont les raisons d'espérer une amélioration de la compétitivité de la France? Alors, oui, il y a des points d'appui. C'est exactement ce que j'évoquais. Il faut aller chercher quels sont les points forts ou quels sont les points d'amélioration qui peuvent permettre une restauration. Alors, malheureusement, moi, j'ai été élevé avec l'odeur de l'huile de coupe.
dans ma famille, c'était des mécaniciens, donc l'huile de coupe, voilà, ça me parle, et donc j'ai une fibre plutôt industrielle, si vous voulez, mais c'est pas un héritage personnel. Donc j'ai du mal à imaginer une économie forte sans une industrie forte. Mais il n'empêche que on le voit bien, c'est notre capacité d'accueil dont on pourrait discuter, mais la dimension servicielle de l'économie est quand même un élément important qui génère du revenu. La question, c'est de savoir de quel type de revenu on parle. C'est-à-dire qu'on a une économie qui s'est orientée petit à petit pour faire de la low skill économie. C'est-à-dire qu'on a un contenu en qualification moyen dans ce pays qui va en déclinant parce qu'on a aussi orienté l'économie de telle sorte à ne satisfaire que de la low skill économie. Donc je pense que, effectivement, je crois que c'est vous, Nicolas, qui évoquiez l'idée que le diagnostic, comment est-il fait? Je pense qu'il y a un élément de diagnostic qui n'est pas encore complètement accepté, qui est l'idée que progressivement on se dévitalise. C'est pour ça que j'ai évoqué l'exemple de cette étude de l'INSEE qui montrait qu'on exporte du travail qualifié, enfin, c'est du travail qualifié qui se délocalise et c'est du travail non qualifié qui se relocalise. En fait, on a une économie qui progressivement se déqualifie, mais parce que quand vous regardez l'échelle de prélèvement que vous avez dans une économie, sur le bas de la distribution, on a peu de prélèvements, le coin socio-fiscal est très faible, beaucoup plus faible que dans l'ensemble des pays de la zone euro. Mais en revanche, plus vous grimpez dans l'échelle des salaires, plus celui-ci est défavorable. Et donc, il ne faut pas s'étonner si on crée plutôt de l'emploi peu qualifié et peu d'emplois très qualifiés. Donc, si vous voulez, François, par rapport à votre question, je ne répondrai pas en matière sectorielle, mais je répondrai déjà en espérant que le diagnostic que l'on avait fait, même si on est resté sur une des politiques honteuses d'une certaine manière, une politique de l'offre honteuse, mais il n'empêche que le diagnostic, on a réussi à le faire. Je pense que ce diagnostic-là sur le fait qu'on a une perte de substance en termes de qualification de notre économie, mais on est en capacité de l'inverser à partir du moment où on en aura clairement la conscience. Et puis, il y a aussi des choses à améliorer. Regardez par exemple sur ce graphique, regardez l'évolution de la densité de robots industriels que l'on a en France par rapport aux autres économies. Quand je parlais tout à l'heure de vitesse relative, regardez la vitesse à laquelle, alors la Corée du Sud, bon, c'est l'exemple caricatural, mais bon, c'est un pays qui s'est totalement suicidé démographiquement, donc il n'a pas d'autre choix que de fuir dans la robotisation. Mais regardez ce qui se passe en Chine, la vitesse à laquelle la Chine s'est robotisée, alors que nous, eh bien, on ne se développe pas. Donc, on ne développe pas tellement l'automatisation. Donc, il y a des enjeux qui sont de nature sectorielle et les secteurs, on les connaît. Vous en avez cité quelques-uns liés au numérique, liés à l'IA. On va citer aussi très rapidement le luxe, dont il ne faut pas non plus exagérer la profondeur de l'empreinte sur l'économie. Mais il y a le domaine de la santé dans lequel on n'est pas complètement à la rue. Il y a évidemment l'aéronautique où on tient encore la distance. Mais plus généralement, je pense qu'il y a deux leviers qui sont importants. C'est si on avait la même quantité de travail que ce qu'il y a dans l'Europe du Nord, on aurait 4 à 6 points de PIB en plus. Ça dépend des pays avec lesquels on se compare. Et deux, ce travail, de quel travail parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut développer comme type de travail? Est-ce qu'on est condamné à se reléguer à du travail de faible qualification parce que notre organisation économique nous y oriente? Parce qu'on n'a pas les conditions relatives du développement de l'emploi qualifié en France par rapport aux autres Européens. Il y a le secteur de l'armement également, on a une carte à oui, tout à fait. Oui, je l'avais omis. Oui, tout à fait. Bien. Il faut vite profiter encore de ça, parce que là, j'ai vu il y a 2 jours dégradation des notes de mathématiques des Français. On est désormais les plus nuls, en fait, en mathématiques, au collège et lycée de toute la zone euro. Donc, il va falloir miser rapidement sur nos avantages sur tout ce qui est technologie et tout, parce que je pense que la next generation, je ne sais pas si on va continuer à avoir une avance concurrentielle. Tout ça est assez désespérant, mais bon, il faut juste faire preuve. Bon, on est lucide. On est Voilà. lucide et voilà, on va dire des hommes, des femmes avertis en valent toujours deux. Hein, donc, on va continuer à prendre le bâton de pèlerin. Voilà, je crois que c'est une manière de conclure cette discussion de manière positive, enfin positive, si on peut dire. En tout cas, merci beaucoup, Denis, pour ce constat particulièrement clair, lucide, parfois assez alarmant, mais en fait, il ne nous étonne pas quand on connaît la situation. En tout cas, je crois que c'était intéressant d'avoir
ces éléments, tous ces graphiques. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'informations très utiles et beaucoup d'analyses surtout très utiles. Et donc, il ne reste plus qu'à essayer tous de convaincre nos différents responsables politiques de passer à l'action et pas de rester simplement dans cette analyse. Donc, merci à tous et merci spécialement Denis parce que vraiment c'était extrêmement intéressant. Merci pour cette présentation. On pourra avoir une copie des présentations de Denis Ferrand. Les slides, si on peut voir les slides. Et ils sont partis chez Alain, donc il faut vous adresser à Alain pour les avoir. Mais avec votre accord, Denis, parce que je veux pas. Allez-y. Uniquement au présent, parce que justement, en fait, vous avez pu voir les slides, donc vous voyez, parce que des slides lancés tout seuls ne sont pas forcément très utiles, mais ça, vous avez eu la bande son par-dessus. Voilà, bon, très bien. On va joindre l'image au son. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Et à très bientôt pour une prochaine réunion. Merci à vous. Un plaisir. Un plaisir de vous avoir écouté. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci.